Ouais, limiter les risques. ouais. Bon, je reprends et sans l'image. Donc, j'étais en train d'expliquer que, à mon avis, Diderot a tenté de dépasser l'approche traditionnelle de la morale. Et cette question a une certaine importance lorsqu'on travaille, enfin en règle générale bien entendu, mais doit être connue lorsqu'on travaille sur le corpus qui est au programme cette année. Je vais essayer de le montrer. Alors, à la question êtes-vous marxiste? François Châtelet répondait j'essaie de l'être. Il lui est arrivé aussi de dire qu'il essayait d'être léniniste. On pourrait partir de là. Diderot a essayé d'être un matérialiste conséquent. Alors conséquent, ça fait un peu écho à ce dont il a été question juste avant, mais je vais préciser la chose. La pierre de touche de cette exigence, c'est la pratique, les conduites effectives des hommes. Ma thèse, comme j'ai commencé à l'expliquer, et que pour se préserver de toute rechute dans le dualisme, il s'impose une discipline dépassée à tous les niveaux, la morale spiritualiste, et lui substituer une philosophie des mœurs. Alors, le mot morale ne disparaît pas pour autant. Selon un lieu commun de l'époque, les mœurs sont la morale pratique. On trouve plusieurs définitions très voisines les unes des autres dans des textes, par exemple chez Duclos, chez Diderot et même chez Holbach. Dans l'encyclopédie, l'article pourrait être de Diderot, les mœurs sont définies comme les actions libres des hommes, naturelles ou acquises, bonnes ou mauvaises, susceptibles de règles et de direction. Alors, qu'est-ce qui oriente ou qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui forme les mœurs? Au niveau d'un groupe, les mœurs correspondent aux usages, aux coutumes. Au niveau d'un individu, la question se pose, de savoir comment il se forme, comment il aboutit à des mœurs, à une façon de vivre. Est-ce l'éducation? Est-ce le respect d'un certain nombre de règles, l'imitation des bons exemples? Y a-t-il une autre dimension qui serait la discipline individuelle, la formation des mœurs individuelles? Toutes ces questions se retrouvent explicitement ou implicitement dans plusieurs des textes du corpus de cette année, notamment dans la réfutation d'Helvétius, dans le rêve de d'Alembert, autour de la discussion sur le moi, la nature du moi, l'entretien avec la maréchale ou encore le supplément au voyage de Bougainville. Mais on peut même aller un petit peu plus loin, puisque bien sûr, quand on approche ce corpus, la première remarque que l'on se fait, c'est qu'il y a des textes vraiment très différents les uns des autres, et il serait tentant de dire que d'un côté, il y aurait un corpus plus scientifique qui porterait en grande partie sur la nature de la matière, et puis un corpus qui toucherait davantage à des questions sociales et morales. En réalité, replacé dans le contexte de l'époque, on doit tenir compte, si on replace les textes dans le contexte de l'époque, on constate que les discussions sur la matière et sur le matérialisme au milieu du siècle et dans la seconde partie du siècle ont inévitablement, presque systématiquement, peut-être même systématiquement, une dimension sociale, morale, voire sociopolitique. On accuse ceux qui défendent des positions matérialistes de vouloir ruiner la morale, de vouloir ruiner les mœurs. Donc, contre toute attente, il y a des liens entre les discussions théoriques sur la nature de la matière et sur la sensibilité de la matière, sur l'hétérogénéité de la matière et plusieurs questions fondamentales que l'on classerait dans la réflexion ou la philosophie morale. Pour le dire encore autrement, le problème de la morale
qui en réalité devrait plutôt être considéré comme le problème des mœurs, est omniprésent dans l'œuvre de Diderot. Et même lorsqu'il va du côté plus théorique, on peut penser qu'il a cette préoccupation, cette exigence, cette recherche de cohérence, hein, concernant le résultat qu'est un individu et le résultat ou les résultats que sont des groupes humains, des sociétés. Alors, dans une formule bien connue, jolie de Fleury, qui a accusé justement certains auteurs de vouloir ruiner les grands principes de la société, est allé jusqu'à dire, en 1759, hein, ou à poser la question, peut-on se dissimuler qu'il n'y ait un projet conçu, une société formée pour soutenir le matérialisme, pour détruire la religion, pour inspirer l'indépendance et nourrir la corruption des mœurs. Donc ce lien entre des principes qui nous apparaissent comme des principes théoriques, des principes généraux, et puis les croyances, le respect ou la remise en question des autorités est une évidence pour les contemporains. Le problème de la formation des conduites et des dispositions a beaucoup occupé Diderot, qui considère que les mœurs sont le véritable fondement de la vie sociale. Or, si l'on admet qu'en dernière analyse, toutes les causes sont physiques, la pression morale de la société sur l'individu et celle de l'individu sur lui-même suppose que des relais existent et que l'on favorise des dispositions plutôt que d'autres. Alors, c'est son approche de l'éducation. La philosophie retrouve sa fonction première, inciter les hommes à préférer la vérité et la vie selon le bien. C'est la tradition, c'est l'héritage socratique, si l'on veut. C'est la raison pour laquelle préférer le bien aux autres formes d'existence. Donc, selon lui, et comme on le disait à l'instant, il faut prêcher aux autres tout ce qui est bon et louable, qu'on en soit capable ou incapable. C'est dans l'essai sur les règnes de Claude et de Néron, qui n'est pas au programme, mais qui confirme certaines des remarques que je vais faire aujourd'hui. Il s'agit déjà de ce que Durkheim appellera une physique des mœurs. Selon Diderot, il est plus difficile encore de résister à l'éducation domestique et à l'influence des mœurs générales qu'à la misère. Ce sont deux moules qui altèrent la forme originelle du caractère. C'est dans le même texte. Alors, Diderot remarque aussi que la conception traditionnelle de l'âme est difficile à justifier, et en particulier sous l'angle de l'articulation entre l'âme et les comportements. Il remarque ainsi, dans les éléments de physiologie, s'il y avait une âme dans le corps et qu'elle commandât et dirigeât les mouvements, il faudrait qu'elle connût parfaitement l'anatomie et la physiologie de ce domicile. Donc, à contrario, dans une perspective moniste, il va donc falloir expliquer comment se forment des individus différents les uns des autres et comment se forment des sociétés aussi qui sont organisées de diverses façons, les unes étant préférables à d'autres. Il dénonce au passage, concernant la théorie de l'âme, il dénonce au passage le mythe du petit harpeur. On fait comme si il y avait là un musicien qui se servirait du corps comme d'un instrument de musique. Alors, cette formule se retrouve dans plusieurs textes, notamment dans les observations sur la lettre sur l'homme et ses rapports d'Emsterhuis et dans les éléments de physiologie. Alors, je prends le deuxième exemple. Pour expliquer ce qu'ils ne peuvent comprendre, dit-il, ils ont recours à un petit harpeur inintelligible, qui n'est pas même atomique, qui n'a point d'organes, qui n'est pas dans le lieu, qui est essentiellement hétérogène avec l'instrument, qui n'a aucune sorte de toucher et qui pince des cordes. A contrario, explique-t-il, l'organisation et la vie, voilà l'âme.
Donc, pour comprendre les mœurs, il faut s'interroger sur la tension entre organisation et formation. Les individus sont produits par leur histoire, par des rencontres, par des interactions. Cette production implique aussi, au niveau cette fois collectif, des valeurs. Alors comment la production collective des valeurs et leur reprise ou leur rejet par l'individu? Dans la lettre sur les aveugles, Diderot écrit notamment: je n'ai jamais douté que l'état de nos organes et de nos sens n'ait beaucoup d'influence sur notre métaphysique et sur notre morale, et que nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi. Alors, si je puis parler ainsi, dans la formule, ça me semble être une sorte de signal d'alarme. Attention, il ne faudrait pas retourner dans un raisonnement de type spiritualiste. Donc, nos idées les plus purement intellectuelles, si je puis parler ainsi, ne tiennent de fort près à la conformation de notre corps. Je me mise à questionner notre aveugle sur les vices et sur les vertus. On a un grand nombre comme ça d'exemples de ce lien entre la réflexion sur la corporéité, sur la physiologie et sur la possibilité de valeurs, de choix ou de transformation ou d'évolution. Il a été question tout à l'heure de la modification. Diderot, effectivement, accorde une grande importance au concept, ou en tout cas, ce concept peut nous aider à comprendre sa philosophie, le concept de modificabilité. Il explique aussi dans le même texte, la lettre sur les aveugles, nos vertus dépendent de notre manière de sentir et du degré auquel les choses extérieures nous affectent. Alors, c'est une façon de poser le problème de la morale ou des mœurs qui est assez nouvelle, on peut le dire. Alors, il prend un certain nombre d'exemples, notamment celui qui concerne l'assassinat d'un homme, le fait de tuer un homme, qui serait, selon lui, plus facile si cet homme était très très loin et qu'on avait les moyens, que d'égorger un bœuf qui serait tout près. Alors bien sûr, c'est une analogie, même raisonnement, dans l'opposition entre écraser une fourmi et se débarrasser d'un cheval. Donc les individus se représentent des difficultés, se déterminent par rapport à ces représentations cela revient à dire que la morale n'est pas absolue, que la morale préexistante n'a pas directement une signification individuelle et que la formation des mœurs suppose une appropriation, une auto-formation, une discipline aussi. Que la morale des aveugles est différente de la nôtre, remarque-t-il aussi, que celle d'un sourd différerait encore de celle d'un aveugle, et qu'un être qui aurait un sens de plus que nous trouverait notre morale imparfaite, pour ne rien dire de pis. Donc, pas de morale absolue, mais des mœurs. Les mœurs résultent du mode de vie, des dispositions naturelles et des modifications de l'individu. Alors, au niveau de l'espèce, au niveau des sociétés, au niveau de l'histoire et du temps long, l'un des concepts qu'on mobilise généralement et que l'on associe à Rousseau, c'est le concept de perfectibilité. Alors, Diderot emploie parfois le terme, plus que Rousseau, qui y renonce rapidement, comme on sait, mais il ne semble pas y avoir accordé une très grande importance et il semble avoir préféré celui que je viens de citer. Pourquoi ? Bien parce que le terme de perfectibilité était connoté et qu'il semblait impliquer un dessein divin, une finalité, comme s'il s'agissait d'aller vers quelque chose. Donc oui, l'homme est perfectible, mais les modifications, les transformations ne sont pas forcément orientées vers le meilleur. Donc il cherche une explication matérialiste, et là encore, on peut considérer que c'est une forme de discipline intellectuelle ou de souci de cohérence, cherche à être conséquent là aussi.
Donc, contrairement à Rousseau, il naturalise la perfectibilité et il voit la capacité de se perfectionner. La distinction entre l'homme du point de vue physique et l'homme du point de vue métaphysique perd automatiquement sa signification ou son utilité. À partir des mêmes problèmes que ceux posés par Rousseau, eh bien, il fait une démonstration qui est la démonstration inverse. La matière sensible, Rousseau en tirait la conclusion qu'il y avait bien un ordre divin. Lui, Diderot, estime que la matière sensible permet d'expliquer la pensée et les autres facultés. Alors, comme souvent, certains des paragraphes, des éléments de physiologie sont éclairants. On lit, par exemple, dans cet ensemble de notes, les objets, donc concernant les étapes qui mènent du corps au jugement, problème qu'on retrouve aussi dans le rêve de d'Alembert, ou qui était déjà dans le rêve de d'Alembert. Les objets agissent sur les sens, la sensation dans l'organe a de la durée, les sens agissent sur le cerveau, cette action a de la durée, aucune sensation n'est simple ni momentanée, car s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, c'est un faisceau, de là naît la pensée, le jugement. Un autre exemple de recherche d'une explication qui fait l'économie de l'âme, évidemment, hein, et de toute forme de dualisme. La raison devient donc une sorte d'instinct, est comparée à un instinct, ou est définie comme un instinct. Les choses excellentes et universelles contiennent en elles la raison des choses moins bonnes et moins générales. Voilà le fondement des révolutions des êtres, de leurs émanations, de l'éternité de leurs principes élémentaires, de leur rapport indélébile avec les choses célestes, de leur dépravation, de leur perfectibilité et de tous les phénomènes de la nature. La perfectibilité est devenue un fait. La perfectibilité est une réalité pour les hommes, mais on ne sait pas si ce qu'elle amènera est un progrès. Pas du tout sûr. Il y a des cas où il y a des évolutions qui sont néfastes. C'est l'une des dimensions du supplément au voyage de Bougainville. Ce que les Européens amènent à Tahiti, ou le type de vie qu'ils illustrent, n'est pas par définition meilleur ou inférieur qu'un autre. C'est une forme d'organisation. Diderot naturalise ou matérialise ainsi la perfectibilité, considère que celle-ci provient de la non-spécialisation des sens. À la question posée par Helvétius dans De l'homme, lorsqu'il dit « Supposons dans l'homme un sens extrêmement fin, qu'en arriverait-il » Diderot répond « Je vais vous le dire, c'est qu'il serait réduit à la condition animale. Il ne serait plus un être se perfectionnant en tout genre, mais un être voyant. Il aurait une spécialité. Donc le propre de l'homme, c'est d'être moins spécialisé que les animaux. Dans le prolongement de ce raisonnement, et de façon assez paradoxale, il considère que très souvent le génie a cette particularité d'être plus spécialisé que les autres, ce en quoi il se rapproche des animaux, mais ne se trouve pas pour autant placé sur le même plan. Alors, l'éducation peut atténuer les différences ou peut encourager, développer certaines dispositions. En effet, l'homme est une espèce animale. Sa raison n'est qu'un instinct perfectible et perfectionné. Et dans la carrière des sciences et des arts, il y aura autant d'instincts divers que de chiens dans un équipage de chasse. Dans l'essai sur la vie de Sénèque, le philosophe, il écrit encore « Homme, songe que c'est à la faiblesse de tes organes que tu dois la qualité qui te distingue des animaux. » Donc la perfectibilité est un fait, pas l'indication d'un dessein divin. S'il existe dans ton cerveau, c'est dans le même passage, une fibre plus énergique que les autres, tu n'es plus propre qu'à une chose. Tu es un homme de génie. L'animal et l'homme de génie se touchent.
La définition de la raison que l'on trouve dans les éléments de physiologie précise ce qu'il faut entendre par instinct. La raison ou l'instinct de l'homme est déterminé par son organisation et par les dispositions, les goûts, les aptitudes que la mère communique à l'enfant qui pendant 9 mois n'a fait qu'un avec elle. Donc, l'analogie signifie que, à propos du génie, signifie que celui-ci est mu comme l'animal par un instinct dominant. Autrement dit, pour Diderot, la perfectibilité n'est pas une faculté, mais le résultat d'une évolution, et celle-ci ne conduit pas forcément à un progrès, contrairement à une idée répandue depuis. Cela revient plutôt à dire, chez lui, que l'homme est modifiable. Dès lors, l'éducation acquiert dans sa pensée un rôle très important. S'agissant plus particulièrement de la formation des individus ou des mœurs individuelles, on comprend que la mémoire correspond à une faculté essentielle, mais qui, elle non plus, n'est pas détachable de la réalité organique. C'est bien la mémoire qui constitue l'identité individuelle, qui constitue le soi, comme on lit aussi dans les éléments de physiologie. Sans mémoire, sans conscience des événements passés, eh bien, nous n'aurions pas d'identité. La conscience du soi est dépendante de cette mémoire. Or, cette mémoire n'a pas besoin, pour être expliquée, d'une cause extérieure. C'est une possibilité physiologique. Diderot reproche d'ailleurs à Helvétius, dans le texte au programme, de ne pas s'en être préoccupé. Ah non, ce n'est pas dans le texte au programme, c'est dans une note, mais enfin, c'est aussi dans la réfutation sous une autre forme. Des têtes, implicitement, mais ça revient à propos de l'éducation. À propos des têtes, il dit, ou de la tête, et du cerveau en l'occurrence, organes dont Helvétius n'a pas dit un mot. De là, pourtant, différence, hein, ce sont des notes, donc c'est dans style télégraphique, si j'ose l'expression anachronique. De là, pourtant, différence de l'animal et de l'homme, et la diversité des esprits et des talents. Avec le temps, chaque individu emmagasine des traces des sensations qu'il a eues, et ces traces sont elles-mêmes déterminées de manière organique. Donc, cette explication ne vient pas rompre avec la logique matérialiste. À chaque fois, se forme un tout unique et vivant que l'on nomme une personne. Et on constate aussi que cette mémoire déborde la conscience, puisque des souvenirs peuvent revenir à différents moments. Tous nos souvenirs ne sont pas présents en même temps à notre conscience. Donc, la mémoire a la capacité d'emmagasiner des images, des connaissances, etc. C'est une évidence, mais ce qui est important, c'est que Diderot tente d'en rendre compte dans une perspective intégralement matérialiste. En tout cas, c'est ce que l'on observe. Mais si tous les hommes sont doués de mémoire, on sait bien que cette aptitude varie d'un individu à l'autre. Donc la mémoire, l'organisation, l'accumulation d'expériences permettent de rendre compte des singularités, de la différence existant entre les individus. Donc il y a des dispositions naturelles, et puis il y a l'histoire corporelle aussi de l'existence individuelle. Alors, insistons sur la formation des individus. Elle se fait donc, et des mœurs individuelles. Elle se fait donc sur la base d'une organisation qui n'est pas une tabula rasa, on ne part jamais de rien dans la perspective de Diderot. L'individu qui naît a déjà d'ailleurs une histoire, l'histoire de sa vie intra-utérine, et puis il a déjà aussi un certain capital qu'on n'appelle pas alors génétique,
mais c'est bien de cela qu'il s'agit aussi. L'organisation comporte des qualités communes et particulières. Elle ne doit pas être conçue comme l'ensemble des qualités universellement garanties aux individus par la simple appartenance à l'espèce humaine. Donc, au fond, les individus sont, depuis le départ, différents. Ils sont, depuis le départ, singuliers. Même les potentialités sont différentes. Cela signifie aussi, et cela oppose Diderot à Helvétius, cela signifie aussi que la variété elle-même est naturelle et que les aptitudes sont inégalement réparties. Alors, Gerhard Stenger a montré que Diderot avait fait une lecture biaisée d'Helvétius, mais il n'en demeure pas moins que cette lecture permet de comprendre la pensée du directeur de l'encyclopédie. Il a certainement été injuste avec Helvétius, mais y compris dans ce qu'il dit en abusant, en proposant une lecture biaisée, eh bien, il nous fournit des explications qui permettent de comprendre sa propre philosophie. Donc, selon Diderot, Helvétius, en posant que l'éducation fait tout, ignore, ou en tout cas sous-évalue, les différences naturelles. Alors, puisqu'il rejette l'idée d'une âme purement spirituelle et qu'il ne veut pas non plus admettre le principe d'une tabula rasa, Diderot est amené à approfondir sa conception de la singularité en tenant compte d'une part des dispositions physiologiques et de la trace ou de l'ensemble de traces ou de l'ensemble des effets de la vie vécue sur la personne en formation. Toujours à propos d'Helvétius, la formule résume ce que j'ai dit auparavant. Diderot rappelle que celui-ci écrit « L'éducation fait tout », résume Diderot. Il vaudrait mieux dire « l'éducation fait beaucoup ». Nous voilà donc face à un ensemble de déterminations et un ensemble de potentialités. On retrouve la formule de tout à l'heure, l'organisation est la vie, voilà l'âme. Donc dans l'organisation, il y a un donné qui n'est pas identique d'un individu à l'autre, et dans ce donné, on doit comprendre aussi des dispositions et des potentialités qui, elles aussi, varient d'un individu à l'autre. Néanmoins, à partir de ce point de départ, à partir de ce capital initial, eh bien, plusieurs évolutions sont possibles, sinon, évidemment, l'éducation ne servirait à rien. L'individu devient ce que son organisation lui permet d'être, et ses mœurs sont le résultat d'un travail entre les dispositions initiales et le travail sur soi, et l'évolution individuelle, pardon. On doit donc faire la différence entre l'habitude et le caractère. Les habitudes, qui sont par exemple acquises par la vie familiale, à l'intérieur de la vie familiale ou par l'éducation, permettent de modifier ou d'atténuer les tendances naturelles. La question de la morale devient donc celle de la formation individuelle des mœurs ou de la formation des mœurs individuelles. Le caractère est le résultat de l'organisation, mais la personne peut changer dans le temps. Le concept de caractère, on l'a compris, est indissociable de la physiologie. Diderot va même jusqu'à écrire que nos vices et nos vertus tiennent de fort près à nos organes. On pourra se reporter aussi aux articles habitudes de l'encyclopédie, dans lesquels on lit que l'habitude est un penchant acquis par l'exercice des mêmes sentiments ou par la répétition fréquente des mêmes actions. Autrement dit, s'agissant de la préférence donnée au bien par rapport au mal, ce que l'éducation donnée par la société ou l'éducation qu'un individu pourrait se donner à lui-même par une forme de discipline, ce qui doit être recherché, c'est de se tourner préférablement et par habitude vers ce qui est préférable.
vers ce qui est meilleur, vers ce que l'on appelle traditionnellement le bien. Alors, il y a certainement des penchants héréditaires, mais il y a aussi une discipline qui permet d'aller vers le bien. Ces penchants nous portent-ils à des choses honnêtes et louables? On est heureusement né. À des choses déshonnêtes et honteuses, on est malheureusement né. On trouve la même idée dans la réfutation d'Helvétius. Selon Diderot, l'habitude, même sous la forme complexe de l'éducation qu'on a évoquée il y a un instant, ne fait pas tout. Il n'en demeure pas moins que nos habitudes déterminent en grande partie nos comportements. C'est-à-dire aussi qu'ils engagent la suite. On a pris des habitudes à un certain temps, mais on commence à parler d'habitudes lorsque des modes de vie, des réactions se répètent. C'est dans ce cadre que les valeurs morales prennent leur signification sociale, ce que l'on peut vérifier là aussi dans l'article habitudes de l'encyclopédie. Les habitudes prennent le nom de vertu ou de vice, selon la nature des actions. L'individu peut donc être compris à partir de son organisation, de ses tendances initiales et de ses dispositions acquises. Donc l'éducation, ça consiste, selon Diderot, à acquérir des dispositions qui sont plus favorables à la collectivité et à soi-même. Dans l'article habitude aussi, on trouve un exemple intéressant qui est celui de la sœur de l'Hôtel-Dieu qui était tellement habituée à l'air ambiant qu'à chaque fois qu'elle rentrait dans sa famille, elle tombait malade et guérissait à son retour à l'hôpital. Et Diderot, qui est probablement l'auteur de l'article, en tout cas je prends le risque, écrit « En serait-il ainsi des habitudes morales ? Et un homme parviendrait-il à contracter une telle habitude du vice qu'il ne pourrait plus être que malheureux par l'exercice de la vertu ?» Alors bien sûr, ce raisonnement trouve sa version littéraire sous la forme d'une fiction où se trouve fictionnalisé dans Le Neveu de Rameau. Dans Le Rêve de d'Alembert, on a aussi une amorce de réflexion sur ce sujet. À la fin du premier entretien, le concept d'habitude est introduit, notamment à propos du mode de pensée d'Alembert. « Tenez, mon ami, si vous y pensez bien, vous trouverez qu'en tout, notre véritable sentiment n'est pas celui dans lequel nous n'avons jamais vacillé, mais celui auquel nous sommes le plus habituellement revenus. » Donc, se former, c'est se donner des habitudes aussi, en grande partie, et alimenter sa mémoire avec ce qui est préférable à la société et pour soi-même. L'habitude suppose une forme de mémoire et s'installe en fonction du rapport entre les filets du faisceau, dans le lexique de Diderot, et l'origine du faisceau. Elle est corporelle en dernière analyse. L'habitude se rattache à la mémoire. Les termes habitude et mémoire ne sont évidemment pas synonymes, mais l'habitude suppose une forme de mémoire, et une mémoire qui peut aussi ne pas être consciente. Quoi qu'il en soit, c'est bien le cerveau qui semble être la condition de cette forme de mémoire. La frontière entre l'organique et le moral s'estompe. On en trouve une confirmation dans les éléments de physiologie une fois de plus. Si par les mêmes actes réitérés, vous avez acquis la facilité de les exécuter, vous en aurez l'habitude. Les organes, à leur tour, dit Diderot dans le même passage, prennent des habitudes. Alors, en un sens, se donner des mœurs, c'est se donner des habitudes. C'est renforcer des réactions, voire des répulsions. Alors, on pourrait devenir plus moral en prenant l'habitude de ne pas aimer un type de comportement. Alors, il y a des dispositions qui sont déjà tournées dans cette direction, mais il peut aussi y avoir une discipline de vie. Dans Le Rêve de d'Alembert, comme dans les éléments de physiologie,
l'habitude est présentée comme une condition de l'individualité, de la continuité, bref, de l'existence même de personnes. Le concept de modificabilité est particulièrement important à cet égard, car le rôle des habitudes présuppose qu'il y a des transformations possibles. Si tout était joué d'avance, on n'aurait pas forcément besoin, ou on n'aurait pas besoin de produire ce travail sur soi. Donc, il faut présupposer une forme de malléabilité, une capacité de changement chez l'individu. Et on a dit pourquoi tout à l'heure le concept de perfectibilité ne correspondait pas exactement à cela. Ce que fournit par contre le concept de modificabilité. Alors, c'est un néologisme de l'époque et la chose est passée relativement inaperçue puisqu'en général, on l'attribue à Auguste Comte, la création du terme, mais Diderot l'emploie déjà. Alors, ce n'est pas simplement le mot qui nous intéresse, mais c'est la motivation du philosophe et l'intérêt du concept qu'on vient de rappeler. Donc, c'est un concept qui est à la fois descriptif et programmatique, c'est-à-dire il permet de réfléchir sur la possibilité d'agir sur les mœurs et donc aussi sur les possibles individuels et collectifs, voire même sur les possibles de l'humanité. Sans cette modificabilité, à quoi bon discuter encore de changement des individus et des sociétés? L'animal et l'homme sont modifiables. Sans cette modificabilité, celui qui frappe l'homme serait aussi stupide que le chien qui mord la pierre. Alors pour terminer, j'aimerais faire le lien avec d'autres aspects de la pensée de Diderot et d'autres textes au programme, en particulier le supplément au voyage de Bougainville. Dans le supplément au voyage de Bougainville, on assiste bien entendu à une confrontation entre deux formes de vie collectives, avec néanmoins des individus qui sont des personnages de la fiction inspirés par ceux dont parle Bougainville dans son voyage autour du monde. Donc on a les deux aspects et on serait tenté de dire que les Tahitiens sont moins individualisés que les Européens. Mais inversement, il ne s'agit pas d'un retard, mais d'une différence ou d'une singularité, car leur mode de vie n'est pas inférieur, loin de là, au mode de vie des Européens. Donc on a bien là un effort philosophique tout à fait remarquable pour anticiper un peu, si l'on veut, le problème de l'européocentrisme. Donc, il y a certainement une forme d'européocentrisme chez Diderot, mais pas sur ce point précis. C'est-à-dire que Diderot ne part pas du principe que l'Europe est à un niveau plus avancé par rapport à un objectif à atteindre qui serait celui de la civilisation. Dans le supplément au voyage de Bougainville, et ça explique l'usage qu'on fait parfois, l'usage militant qu'on fait parfois de ce texte, Diderot insiste plutôt sur le fait que les Européens sont aveuglés par leurs propres habitudes de pensée et qu'ils ne voient pas en quoi leurs points de repère, leurs valeurs, leurs institutions sont artificielles, qu'elles n'ont rien de naturel. Alors c'est un jeu qu'on trouvait, enfin c'est un jeu littéraire ou intellectuel que l'on trouvait déjà chez Laontan. Chez Laontan, on a déjà cette idée que la notion de religion n'est pas compréhensible pour d'autres peuples, en tout cas qu'elle nécessite une explication. Dans le cas du supplément, il y a même des mots qui ne sont pas compréhensibles. Donc le malentendu qui pourrait donner l'impression qu'il correspond à l'affirmation de la supériorité des Européens sur les Tahitiens montre exactement le contraire. L'Européen arrive sûr de lui, mais il en sait beaucoup moins sur les mœurs, sur la nature des mœurs, mais des mœurs collectives cette fois, que le Tahitien.
Donc l'intérêt du mode de vie des Tahitiens, c'est qu'il correspond à un système social. Alors, on a beaucoup étudié cet aspect de régulation des naissances, mais il permet de travailler sur la différence entre les mœurs individuelles et de réfléchir sur la différence entre les mœurs individuelles et les mœurs collectives. Au début du texte, A et B dialoguent et le premier remarque: quand Aoturu rentrera, ses compatriotes ne le croiront pas. Pourquoi? Parce qu'en comparant leurs mœurs aux nôtres, ils aimeront mieux prendre Aoturu pour un menteur que de nous croire si fous. Et juste après, dans le même passage, enfin c'est un peu plus loin, le premier A: qu'entendez-vous donc par des mœurs? B lui répond: j'entends une soumission générale et une conduite conséquente à des lois bonnes ou mauvaises. Si les lois sont bonnes, les mœurs sont bonnes. Si les lois sont mauvaises, les mœurs sont mauvaises. Et c'est là que l'on trouve la théorie des trois codes, le code de la nature, le code civil et le code religieux, qui entrent en contradiction. Alors le code religieux en particulier complique tout, si l'on peut dire. D'où la remarque de A: vous conclurez sans doute qu'en fondant la morale sur les rapports éternels qui subsistent entre les hommes, la loi religieuse devient superflue et que la loi civile ne doit être que l'énonciation de la loi de nature. Donc il n'y aurait finalement, par réduction successive, que la loi de nature qui serait fondée. Dans l'entretien sur la maréchale, et j'en viens là à ma conclusion, on lit ne pensez-vous pas qu'on peut être si heureusement né qu'on trouve un grand plaisir à faire le bien? Je le pense, qu'on peut avoir reçu une excellente éducation qui fortifie le penchant naturel à la bienfaisance assurément, et que, dans un âge avancé, l'expérience nous est convaincue qu'à tout prendre, il vaut mieux pour son bonheur dans ce monde être un honnête homme qu'un coquin. Alors, cette brève séquence, dans une fiction qui paraît peu élaborée, est en réalité une sorte de synthèse de ce que je viens de présenter. On y retrouve la réflexion sur l'habitude qui renforce ou affaiblit des dispositions naturelles propres à l'organisation individuelle, le rôle de l'éducation et la conscience que l'on peut avoir avec le temps de ce qui est préférable. On pourrait, au passage, noter certains points communs avec la progression du rêve de d'Alembert et le rôle du personnage féminin, hein, c'est-à-dire le souvenir, la réminiscence, le réemploi d'une démarche socratique ou zététique à l'intérieur du texte, ce qui fait que, comme nos candidats à l'agrégation devront immanquablement le voir, les formes littéraires choisies ne sont pas simplement des moyens d'exposition. Hein. Les formes littéraires choisies permettent de spéculer. Donc c'est le matérialisme de Diderot tel que ce parcours à l'intérieur de la philosophie des mœurs du directeur de l'encyclopédie, eh bien, ce matérialisme est accompagné, renforcé, approfondi par le recours à la fiction. Donc la philosophie des mœurs de Diderot est aussi une philosophie qui interroge et qui propose des hypothèses. C'est pourquoi je commençais à parler des avantages que présentent les fictions. Alors évidemment, les fictions présentent d'autres avantages. Par exemple, de ne pas formuler d'énoncés trop explicites, de thèses qui pourraient présenter des dangers. Mais dans certains cas, les textes, de toute façon, n'étaient pas diffusés. Donc, ce n'est pas la seule explication. Pour toutes ces raisons, et si l'on se fonde sur les exemples que j'ai donnés, il me semble que l'on peut considérer que jusqu'au bout, Diderot a essayé d'écrire en matérialiste.
Merci beaucoup. Alors, il est 16h45, il nous reste, on va dire, jusqu'à 17h, pile 15 minutes pour les questions. Alors, j'espère que ça va pas te faire bugger, on va voir. Alors, une première question de Léo. Dans le supplément au voyage, Diderot écrit: « Il n'y a point eu de mœurs et il n'y en aura peut-être nulle part ailleurs qu'à Tahiti. » Pourriez-vous commenter cette citation? Est-ce seulement la conséquence de la contradiction entre les différents codes? J'ai pas... Il n'y a pas de mœurs, c'est ça? Ah oui, alors je Il répète. n'y a pas de mœurs. Diderot écrit: « Il n'y a point eu de mœurs et il n'y en aura peut-être nulle part ailleurs qu'à Tahiti. » Pourriez-vous commenter cette citation? Oui, alors ça sonne comme un sujet de dissertation. Oui. Pour commenter cette citation. Ben, je crois que ce passage, j'aurais pu le citer, ce passage à l'appui de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est bon, j'ai pas le texte sous les yeux, donc j'espère que la citation est exacte et que je vais pas commenter une citation tronquée, mais ça a évidemment la signification que j'ai indiquée tout à l'heure, c'est-à-dire que ça prend le contre-pied du regard européo-centré ou de la prétendue supériorité des Européens. La complexité ou l'accumulation de modes de vie en Europe a éloigné au fond du code naturel. Hein. Donc, puisque à Tahiti, on a plutôt des mœurs collectives que des mœurs individuelles, même s'il y a bien des individus, des singularités. Chaque individu est, comme partout ailleurs, totalement singulier. Hein. Mais les points de repère sont plus collectifs qu'individuels. En cela, il y a davantage de mœurs, car la priorité est au collectif. Très bien. Je lis alors, ce que je vais faire, je vais lire une deuxième question et puis après, si vous voulez, vous pourrez directement prendre la parole oralement. Il reste 10 minutes, donc vous pourrez directement prendre la parole oralement pour poser vos questions ou faire vos remarques. Alors juste, je vais dire celle-là. Pour Diderot, ce qui est préférable pour la société correspond-il à ce qui est préférable pour soi-même? Ah, pour Diderot comme pour nous, ce qui est important, c'est d'être heureux. Il le dit, hein. Il le dit que c'est le seul devoir finalement, mais évidemment, ça semble être une contradiction. Est-ce que vouloir privilégier les valeurs collectives, ça n'empêche pas de réaliser son propre bonheur? Ça pourrait aussi être un sujet de dissertation, mais je souhaiterais prendre les choses dans un autre, presque à l'envers, c'est-à-dire que si l'on admet que la morale n'est pas préexistante, ou plutôt que la morale préexistante n'est pas la morale, c'est pour ça que je préfère employer meurt. Il s'agit d'inventer une nouvelle conception du rapport entre l'individu et lui-même et l'individu et le groupe. Bref, nous sommes en formation. Nous sommes en formation sur le plan moral. Alors oui, il peut arriver que le fait d'avoir à respecter des valeurs communes et des obligations nous empêche de nous épanouir. Mais c'est souvent parce que le code social est lui-même en contradiction avec le code de la nature. Enfin, c'est le raisonnement de Diderot. Ce n'est pas forcément le mien, mais c'est comme ça qu'il présente les choses. Donc finalement, ce n'est pas la faute de la nature. Ce n'est jamais la faute de la nature. Donc on peut se trouver en décalage. Ça nous arrive à tous, évidemment, avec ce que les sociétés ont adopté comme mode de vie. Mais bien souvent, nos propres aspirations sont finalement plus naturelles ou plus légitimes. Bon. Il n'en demeure pas moins que si on définit la recherche de la bonne vie au sens, ou de la vie bonne plutôt, hein, au sens de Socrate, eh bien, et c'est toute la difficulté que rencontre Diderot, il faut avoir des repères. Alors ces repères, ils peuvent venir de nos propres sensations, à condition qu'elles ne soient pas viciées. Ces repères, c'est le problème du neveu de Rameau. Hein. Face au neveu de Rameau, le philosophe est désemparé et il n'a plus beaucoup d'armes, car que faire face à quelqu'un qui
ne fait pas la différence, ou prétend ne pas la faire, entre une action qui aide et une action qui nuit. Donc on peut soit avoir de bonnes dispositions, on a naturellement tendance à être bienfaisant. On peut soit avoir été encadré par des éducateurs, on peut avoir suivi des modèles qu'on a connus, ou bien des modèles dont on a découvert l'histoire, donc des modèles historiques dans des ouvrages, ou même des personnages fictifs. Ça, c'est l'une des réflexions sur pourquoi est-ce que Diderot ne procède pas du tout de la même façon dans ses pièces de théâtre, enfin les plus connues en tout cas, et dans Le Fils naturel, Le père de famille, et dans ses fictions narratives. Manifestement, c'est parce que, enfin, c'est l'hypothèse qu'on peut proposer, c'est qu'il ne recherche pas le même type d'effet. D'un côté, il paraît plus, on l'a souvent fait remarquer aussi à propos de sa critique d'art, parfois il y a des remarques qui paraissent tout de même un petit peu moralisatrices, alors que c'est un grand penseur des mœurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de révolutionnaire dans sa conception des mœurs. Et ça rejoint un petit peu la remarque de Gerhardt, avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un côté un peu conformiste dans cette affaire. Il y a un moment, on se dit, après tout, on ne va peut-être pas laisser tout le monde jeter la morale par la fenêtre en devenant athée. Mais ça peut être une tentation, mais ce n'est pas ce qu'il présente comme étant sa philosophie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Du coup, allez-y directement si vous voulez poser des questions dans